Paris accueille jusqu'à mercredi la 9e conférence internationale sur le sida, l'IAS. Cette rencontre biannuelle est la plus importante conférence scientifique sur le VIH. Elle est placée sous le signe de l'optimisme. Dans son dernier rapport publié la semaine dernière, l'ONU-SIDA a souligné un net progrès dans la lutte contre la maladie. Le taux de mortalité provoqué par l'épidémie a été divisé par 2 depuis 2005. Longtemps décrite comme l'une des régions oubliées de lutte contre le VIH, l'Afrique de l'Ouest donne des signes plus qu'encourageants. Reportage de notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Au Sénégal, le combat contre le sida se mène notamment sur le front de la transmission mère-enfant. Depuis plus de 10 ans, la prévention est décentralisée dans les postes et centres de santé, comme ici à Gaspard Camara, en plein cœur de Dakar. Derrière ces murs, la sage-femme principale examine une future maman. La jeune femme s'est présentée comme séropositive. Elle tient à garder son anonymat devant notre caméra. Comme il est d'usage lors d'une première consultation, la sage-femme va vérifier son statut sérologique. Le diagnostic est rapidement confirmé. Il y a un premier trait et un deuxième trait qui montre que votre test est positif. Et on va vraiment vous prendre en charge. Vous allez commencer à prendre vos médicaments. La future maman va immédiatement recevoir un traitement antirétroviral gratuit au Sénégal. On a un circuit bien huilé et on a vraiment une équipe pluridisciplinaire. Vraiment, je fais la prise en charge des femmes séropositives comme ça. Il y a les médecins traitants qui sont là, la pharmacienne est là, on a une médiatrice. Je décide de prendre mon traitement avec beaucoup d'espérance et d'enthousiasme. Le parcours de soins est intégré, la future maman sera reçue comme n'importe quelle autre patiente et son enfant suivi jusqu'à 18 mois après la naissance. Depuis 2011, la prévention va aussi à la rencontre des populations à risque. Nous sommes des intervenants de terrain et nous allons dans les différentes scènes de drogue à la rencontre des usagers pour faire avec eux ce qu'on appelle des interventions de terrain pour ce qui est de la réduction des risques. Cette campagne est menée dans les rues de la capitale, parfois jusqu'à chez les usagers. Il serait près de 1300 à Dakar à consommer des drogues injectables. Ousmane, l'intervenant de terrain, est accompagné de Moussa, chargé du dépistage volontaire et rapide. Quel genre de drogue vous consommez? Moi, je prends de l'héroïne. Si le test s'avère positif, on va remettre le patient en rapport avec le médecin. Après, c'est à lui de prescrire s'il va prendre les ARV ou pas. Il m'a expliqué les précautions qu'il faut prendre. Ne pas partager les pailles. L'intervention de l'équipe mobile se termine toujours par la distribution de matériel stérile. C'est des seringues, plus de l'eau stérilisée. C'est le kit complet de réduction des risques. On se revoit la prochaine fois. On y va. L'équipe mobile appartient au CEPIAD, la première structure dédiée aux consommateurs de drogue en Afrique de l'Ouest. On y propose gratuitement un programme de méthadone, un substitut à l'héroïne. Le dépistage et la prévention occupent une part importante de l'activité du centre. Au Sénégal, les toxicomanes ont statistiquement 10 fois plus de chances de contracter le virus que le reste de la population. Ça va, docteur? Très bien, et vous? Cet homme, venu consulter dans le cadre de son sevrage, a été dépisté il y a 1 an. Tu te chutes, après tu nettoies le seringue, après tu me passes, je fais mon chute. C'est ça qu'on faisait à l'époque. C'est ça que je pensais que c'est là-bas que j'ai pris la maladie. Pour le docteur Ba, cette population, longtemps laissée pour compte, est un enjeu majeur dans la lutte contre la pandémie. La prévalence est très élevée, donc d'où l'enjeu de pouvoir mener des activités, en tout cas faire des activités centrées sur ces populations, sur ces groupes vulnérables, que ce soit des activités de prévention, de sensibilisation, mais aussi de prise en charge, mais aussi de réhabilitation. Pour mieux combattre le VIH, mais aussi d'autres pathologies, le Sénégal a désormais son institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. La structure est située à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, et elle est dirigée par un scientifique mondialement reconnu. Le professeur Souleymane Mboup, co-découvreur du VIH2, la seconde souche du virus.
Le spécialiste prévient, si les résultats sont globalement encourageants, les défis restent nombreux en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le VIH-Sida. Le traitement des enfants et des nourrissons. Je pense que c'est encore un point faible. Malheureusement, les nouvelles infections adviennent beaucoup plus souvent maintenant dans les populations jeunes. Bon, le cas des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, le cas des injecteurs de drogue, le cas des professionnels du sexe. D'après un récent rapport de l'ONU-SIDA, plus de 50% des Africains de l'Ouest et du Centre vivant avec le virus ne connaissent pas leur statut. Et on va parler des enjeux de cette conférence internationale avec notre invité, Bit Phillips. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste en politique de santé pour MSF. On vient de voir ce sujet de Sara Sacco qui a été tourné au Sénégal. L'Afrique de l'Ouest obtient de bons résultats dans la lutte contre la maladie. Qu'est-ce qui a permis ces résultats positifs alors qu'on ne retrouve pas par exemple en Europe de l'Est, et je pense à la Russie particulièrement? Oui, donc la situation en Europe de l'Est et en Afrique est un peu différente, comme l'épidémie se concentre beaucoup chez des utilisateurs de drogue, par exemple, certains groupes population clés. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a des pays, en effet, qui font mieux. Le Sénégal est un exemple. Je pense que l'important, ce qui est à apprendre de cette expérience, c'est on s'est adapté au contexte et on s'est adapté aux besoins des patients. C'est ça qui est, et des personnes vivant avec le VIH. C'est ça qui est important. Et donc, malheureusement, en Afrique de l'Ouest, c'est pas partout aussi bien qu'au Sénégal. Donc, parce qu'en général, la région, elle a que 35% des gens sur traitement. Le Sénégal, on a plus que la moitié des gens qui ont besoin d'un traitement. Ce qui est un progrès énorme. C'est tout à fait bien. Mais comparé, et donc, je pense justement, on peut apprendre aussi de ce qui se passe dans d'autres parties du monde. En Afrique australe, par exemple, on est déjà à des couvertures du traitement plus élevées. La prévention aussi est très importante et plus appliquée. Alors, il y a des traitements, les antirétroviraux, qu'on administre aujourd'hui. Plus de la moitié des séropositifs y ont accès, ce qui est un réel progrès. Mais comment peut-on élargir plus cet accès dans le monde? Ce n'est pas qu'un problème financier. Ce n'est pas qu'un problème financier, mais bien sûr, il faut aussi de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Et donc, le danger, c'est que les gens risquent d'avoir l'impression que la guerre contre le sida, c'est déjà fini. Ce n'est pas du tout le cas. On n'est qu'à la moitié, plus ou moins, du chemin. Et les gens qu'on doit atteindre sont peut-être aussi plus difficiles à atteindre. Donc, on doit faire des efforts plus ciblés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Surtout, c'est ramener le traitement plus proche des gens. Les gens qui sont sur ARV, ils peuvent vraiment vivre une vie normale. Ils n'ont pas besoin de passer leur temps à l'hôpital ou au centre de santé. On a, chez MSF, fait plusieurs expériences où les gens viennent chercher leurs médicaments tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et pour le reste, ils ne passent pas à l'hôpital. Donc ça allège beaucoup aussi la possibilité de rester sur le traitement. Parce qu'on voit que dès qu'une personne ne peut pas suivre son traitement correctement, ou si le traitement n'est plus efficace, à ce moment-là, les problèmes réapparaissent. Et nous, par exemple, on voit beaucoup de gens en stade avancé de la maladie qui arrivent chez nous. Et à ce moment-là, les gens sont dans un état vraiment déjà tout à fait immunologiquement détruit. Et donc, il y a énormément de mortalité. Chez nous, 1 sur 3, 1 sur 4 personnes qui entrent à l'hôpital, on ne peut pas les sauver. Et ça, c'est vraiment dur dans cette période où il y a tellement de progrès. Alors, il y a un problème aussi, c'est que les antirétroviraux sont accessibles aujourd'hui à plus de la moitié des malades. Les enfants sont très pénalisés. Comment est-ce qu'on explique justement ce décalage ? Les enfants, ils sont vraiment négligés. Et donc aussi en Afrique de l'Ouest, on n'a que 22% des enfants qui sont sous traitement. Un des gros problèmes, c'est le diagnostic. Et donc, de comment détecter vraiment le virus et passer directement au traitement, et un traitement qui est adapté aux enfants. Donc, par exemple, les granules spécialement adaptés pour la pédiatrie, c'est quelque chose qui n'est pas couramment disponible. Donc, il faut chipoter avec les médicaments et pour le dosage. Donc, pour les enfants, c'est vraiment... Il y a beaucoup de difficultés dans les outils qu'on a. Vous disiez il y a quelques instants qu'il y a une sorte, c'est vrai, de démobilisation autour de la lutte contre le sida. Vous l'expliquez comment ?
Oui, ben, je pense que quelque part, probablement, il y a une situation d'être victime de succès. Hein. Mais en général, on voit un désintérêt plus large, je pense, dans le monde sur la santé et la santé mondiale de la part des pays plus riches pour les autres. Il y a peut-être aussi une diminution de la solidarité qu'on voit. Mais qui touche le sida particulièrement. Ben, c'est là où on le voit très fortement. Il y a une diminution des financements internationaux pour la deuxième année de suite. Et donc, c'est quelque chose qui est très inquiétant pour nous parce que, comme on a dit, on n'est juste qu'à la moitié. Il y a encore énormément de choses à faire, énormément de gens à traiter. Et donc, sans argent, ça n'ira pas. Donc, l'important, c'est que cet argent pourra aller à des stratégies qui marchent. On sait maintenant la science et à cette conférence-ci, on nous montre encore les différentes stratégies qui marchent, qui font une différence. Mais donc maintenant, il faut les implémenter et pas seulement là où il y a de l'argent disponible. Mead Phillips, il n'y a pas encore de vaccin contre le sida. Les traitements progressent, certes. On trouvera un vaccin? Et si oui, quand? Est-ce qu'on a une idée? Là, les scientifiques ne sont pas tout à fait clairs combien de temps ça va durer. Ils disent que oui, ça arrivera. Entre-temps, je pense qu'on a des outils aussi pour la prévention. Il ne faut pas oublier aussi que les antirétroviraux, c'est aussi un outil préventif. Une personne qui est non détectable pour son virus, elle ne va pas le transmettre. Donc, le plus de gens qui assurent antirétroviraux aussi, le moins de transmission il y aura. Après, il y a tous les outils classiques, je dirais, condom, circoncision. Et maintenant, on a le PrEP. Donc, c'est aussi des médicaments qui peuvent prévenir la transmission. Merci Mead Phillips d'être venu sur ce plateau sur France 24 pour nous donner votre éclairage. Merci beaucoup.